Donc je suis Laurent Bonzon, je suis le directeur de Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, donc, qui est une association, loi 1901, financée par le ministère de la Culture et le Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, et qui est une structure d'accompagnement des professionnels de la chaîne du livre dans son ensemble. Et qui fait à la fois des missions d'accompagnement individuel, collectif, des missions d'observation aussi de la chaîne du livre avec des études, de la prospective, et puis qui gère pour le compte de l'État ou de la région, ou des deux, un certain nombre de dispositifs de soutien aux acteurs du livre, les auteurs, les traducteurs, éditeurs et libraires principalement. On a à la fois une mission d'accompagnement individuel sur des problématiques professionnelles, sociales, fiscales, tout ce qui concerne le statut ou ce qui pourrait s'apparenter au statut de l'auteur, puisqu'il n'y a pas vraiment de statut de l'auteur. Mais en tout cas, effectivement, on les conseille, on les accompagne sur des questions juridiques, sur des questions fiscales ou sociales. Et puis après, il y a tout un dispositif de soutien, de bourse d'écriture, également de soutien à des projets transversaux ou hybrides dans le cadre d'un nouveau contrat de filière là, qui a été mis en place en région, donc des soutiens à des auteurs qui ont des projets d'écriture, de scène, de performance, de choses comme ça. Et puis effectivement un dispositif de soutien classique de bourse d'écriture et de traduction. Voilà. Et puis on a une mission auprès des auteurs de la région qui est aussi beaucoup de les aider à trouver disons des activités de médiation, hein, tout ce qu'on appelle les activités annexes au droit d'auteur, toutes les activités qu'on a aussi appelées paralittéraires, donc des ateliers, des rencontres, etc. Donc il y a une forte activité de promotion qu'on réalise à travers des événements, les rentrées des auteurs qu'on organise chaque année, aussi bien pour la jeunesse que pour les auteurs de littérature générale que pour la bande dessinée, et puis également tout ce qui est guide, livret qu'on publie de promotion de l'actualité des auteurs pour encourager un peu une vie littéraire régionale, c'est-à-dire que les auteurs soient aussi présents, très présent dans les librairies de la région, très présent dans les bibliothèques, dans les festivals. Donc ça, c'est un peu aussi notre rôle, c'est de créer de l'interconnaissance, de créer du réseau entre les auteurs de la région, et puis tous les événements, toutes les structures susceptibles de les inviter ou de leur proposer de rencontrer leur public, ou bien d'intervenir, par exemple dans les établissements scolaires. On est très en lien avec l'éducation nationale, dans les classes, à travers des ateliers d'écriture, de dessin, d'illustration, etc. On gère également un préac littérature, un pôle de ressources d'éducation artistique et culturelle consacré à la littérature. Et dans ce cadre-là, on est beaucoup relais pour essayer de répondre à la demande des enseignants ou des médiateurs qui cherchent des auteurs pour rencontrer des classes sur des thématiques variées, diverses. Le statut de l'auteur, en fait, je crois qu'en réalité, il me semble c'est difficile de parler d'un statut de l'auteur, hein, puisque finalement, on n'est pas comme dans le cadre de l'intermittence, par exemple, hein, où on a un vrai statut, avec à la fois des cotisations sociales, garantie chômage, etc. Donc, effectivement, pour les auteurs, les artistes-auteurs, dans leur ensemble, il n'y a pas du tout ce statut. On est vraiment sur un fonctionnement aujourd'hui, donc qui vient d'évoluer en 2019-2020, qui est passé d'une structure qui gérait l'assurance sociale des auteurs qui s'appelait l'AGESAC, aujourd'hui donc c'est l'URSSAF, et effectivement avec il faut un plancher de cotisation pour accéder aux droits sociaux, et effectivement les droits des auteurs sont relativement sommaires, hein, effectivement, donc la Sécu à partir d'un certain plancher de revenus, et puis les droits à la retraite qui sont aussi possibles évidemment, mais à condition évidemment de cotiser. Donc effectivement, nous on a beaucoup de demandes dans ce sens, hein. Il y a une grande complexité pour les auteurs à appréhender en fait la situation, leur situation réelle en fait, hein. Et c'est une difficulté parce que moi ça fait assez longtemps que je travaille dans ce secteur, et en fait il n'est pas rare qu'on se retrouve avec des auteurs d'un certain âge, hein, qui ont déjà une carrière d'auteur par exemple, qui ont une 60aine d'années, et qui se retrouvent en ayant à peu près tout ignoré de leur cotisation
cotisation ou droit à la retraite et se retrouvent à 60 ans où on doit les aider à rencontrer une assistante sociale pour trouver un minimum social, parce qu'en fait ils se rendent compte, ils ont cru à tort avoir cotisé, ou voilà, il y a quand même une grande ignorance de la part des auteurs de ces questions sociales, de ces questions fiscales, et c'est dommage parce que c'est quand même très important, et il y a à la fois une part de complexité réelle, parce que c'est un petit peu difficile à saisir, et puis à la fois je pense l'idée que les auteurs finalement n'ont pas trop à se soucier de ce genre de questions, parce que c'est vrai que parfois on a quand même l'impression qu'ils n'y mettent pas toute la bonne volonté, malgré toutes les organismes de soutien qui existent au niveau national. Par exemple la charte des auteurs jeunesse pour les auteurs jeunesse qui est très active et puis qui accompagne beaucoup les auteurs, la SGDL aussi, Société des gens de lettres, évidemment l'URSSAF, la GSA, etc. Toutes ces structures, la Ligue des auteurs aussi bien sûr, accompagnent les auteurs, mais c'est vrai que c'est compliqué et c'est pas naturel, je pense, pour un jeune auteur de se pencher tout de suite sur des questions de contrat, des questions voilà, à quoi je cotise, est-ce que je cotise est-ce que je peux avoir la sécu en étant auteur, etc. Donc il y a un vrai souci, et je pense que c'est en lien déjà avec, je pense, la perception aussi qu'on se fait d'un artiste-auteur. Mais c'est vrai que nous, ça fait partie c'est le fond de notre métier, c'est justement d'attirer l'attention, de former les auteurs sur les questions sociales, sur la pluriactivité. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'activités différentes, qui peuvent être, qui peuvent faire un atelier d'écriture, qui peuvent être veilleurs de nuit, qui peuvent être salariés par certains moments, être pigistes, etc. Et en fait, il faut rassembler ça sous quelque chose de cohérent socialement, qui puisse lui donner droit à des droits sociaux, à la sécu, à des choses comme ça. Donc c'est un sujet qui est assez éloigné, il semble assez éloigné, mais c'est vrai que nous on se heurte beaucoup à cette réalité-là, de voir des auteurs qui ont du mal un peu à s'emparer de ces questions. Bien sûr, ouais, bien sûr, mais je pense que ça y participe, clairement, pour moi. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'illusions aussi sur ce que c'est que le droit d'auteur, qu'est-ce que rapporte un livre, comment ça peut marcher, et je pense que ça participe très certainement de ça, c'est-à-dire que on imagine. Pour moi, c'est étonnant parce que bon, j'ai été à la fois freelance, mais plus tard salarié. C'est vrai que quand on est salarié, on se préoccupe moins de comment se passent nos cotisations, mais on se rend bien compte qu'entre un salaire brut et un salaire net, c'est pas tout à fait la même chose. Et finalement, un auteur, c'est pareil. Un auteur, aujourd'hui, les prélèvements sociaux correspondent peu ou prou. D'ailleurs, ils ont beaucoup augmenté ces dernières années, à 17, un peu plus de 17% de ce qu'on touche quand on est auteur va être en forme de cotisation. Donc effectivement, je pense que les auteurs, ils ont pas trop envie de se soucier de ces questions, parce que finalement le jour où on signe son premier contrat d'édition, on va pas forcément se pencher sur le précompte, qu'est-ce qu'on nous retire, qu'est-ce qu'on va déclarer, voilà, on est surtout heureux d'être publié, donc voilà, ce qui est à la fois bien, et en même temps c'est vrai que à la place où on se rend compte de la grande fragilité des carrières d'auteurs, on peut très bien faire plusieurs livres et puis disparaître, parce qu'il y a un moment où on n'a plus d'éditeur, on change d'éditeur plusieurs fois, on n'en trouve plus, etc. Donc il y a une grande fragilité des carrières littéraires, c'est documenté sociologiquement, il y a notamment Bernard Lahire qui a fait une étude qui est partie d'ailleurs de l'agence, d'une commande de l'agence de la DRAC et de la région à Bernard Lahire, à son laboratoire, qui a donné le livre La condition littéraire, la double vie des écrivains. Et c'est vrai que c'est clairement documenté, ces carrières sont fragiles, elles empruntent beaucoup de détours, et nous on voit beaucoup d'auteurs qui, après 4, 5, 6, 8 livres, 10 livres, disparaissent, et ça fait partie d'une carrière possible d'auteur, et c'est vrai que nous on en a un peu à l'agence les soubassements concrets, c'est-à-dire financièrement comment on se débrouille quand c'est comme ça, comment on obtient sa sécu, c'est des questions complexes, et je pense que oui, c'est vrai que
peut-être plus. Je pense que ça concerne aussi les artistes visuels qui sont un peu sur le même statut, enfin qui sont sur le même statut, hein, les artistes auteurs. Et je pense qu'il y a quelque chose d'un peu. Ouais, je pense que ça les intéresse peu, ces questions, et que du coup on a de temps en temps des difficultés à se. Je pense qu'eux ont des difficultés à comprendre un peu ces questions-là. Sans doute ça a à voir avec quelque chose de la pureté, comme vous le disiez, en tout cas de quelque chose de déconnecté de la réalité matérielle. C'est-à-dire que c'est comme si la création, effectivement, était sans doute un peu déconnectée de son fond sociologique, social, d'être malgré tout, quand on est auteur, on est ancré dans une réalité de marché, une réalité d'édition, du marché de l'édition, une réalité du marché du livre, une réalité sociale aussi, de la condition sociale, et je pense que ça... oui, je pense que les auteurs ont un peu du mal à s'emparer de ça, parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément envie de s'en préoccuper, je pense. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Oui, je pense qu'on peut être un auteur professionnel. Hein. Enfin, je dirais plutôt la chose dans ce sens-là, c'est-à-dire il y a des auteurs professionnels et il y a des auteurs non professionnels. Il y a des auteurs professionnels qui ont fait le choix de gagner leur vie en écrivant des livres, alors avec tout ce que ça comporte, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les revenus en droit d'auteur, ils sont bien sûr liés à l'œuvre, mais de moins en moins. Hein, statistiquement, les droits d'auteur baissent, hein, les revenus en droit d'auteur baissent, et la part d'activité de revenus annexes, qu'on appelle les revenus annexes, augmente. Hein. Donc en fait, très fréquemment, les auteurs vivent principalement, c'est paradoxal, mais ils vivent principalement de leurs revenus annexes, et non pas des revenus de leurs œuvres, parce que les tirages baissent, voilà, parce que on publie pas forcément un livre par an, etc. Et puis parce que, bon, comme vous le savez, la production augmente, donc voilà, la production augmente et la consommation, entre guillemets, n'augmente pas. Donc de toute façon, il y a un problème de ce point de vue-là, c'est-à-dire que la part de gâteau n'a pas augmenté et il y a de plus en plus de monde. Donc forcément, il y a moins de droits, et oui, c'est une constatation aujourd'hui, c'est de voir que les auteurs professionnels doivent entreprendre quand même autour de leur création tout un aspect de diffusion en fait, hein, clairement. Donc ils doivent aller en librairie, ils doivent être invités en bibliothèque, aller fréquenter les festivals, espérer être invités dans les festivals. Ils doivent faire des ateliers parfois, s'ils le souhaitent, pas tous, hein. Il y en a qui ne se sentent pas compétents pour ça, mais faire des interventions rémunérées, aller vers la scène, hein. Il y a un mouvement global des auteurs, de la part des auteurs de littérature générale, et même y compris d'ailleurs jeunesse et de bande dessinée à travers les concerts dessinés, etc. Il y a un mouvement général des auteurs vers la scène, sans doute pour des raisons de création artistique, hein, de s'adresser à un autre public, etc., mais aussi pour des questions financières, bien sûr, parce qu'en fait, c'est des prestations qui sont rémunérées par les festivals, qui sont attractives en termes de public, qui peuvent attirer d'ailleurs un autre public vers que les publics traditionnels de la littérature, donc c'est assez intéressant. Vous avez les concerts dessinés, ou bien des performances, vous avez des lectures dansées, il y a plein de choses avec des chorégraphes, avec voilà, des metteurs en scène, etc., de la musique, du son, etc., du numérique, et tout ça, je pense, contribue à former un ensemble d'activités professionnelles de diffusion, hein, de l'œuvre quasi. Donc c'est vrai que les auteurs professionnels sont quand même pour la plupart, hein, il faut bien sûr, c'est une réalité qui est très complexe, donc il ne s'agit pas de généraliser, mais pour la plupart, accompagnent la sortie d'ouvrages, accompagnent leurs œuvres par une présence physique dans des lieux du livre, hein, ou dans des lieux de médiation, où ils sont rémunérés pour des activités annexes à leur création. Et ça, c'est quand même
une vision de l'auteur professionnel qui n'est pas effectivement celle de l'auteur tout seul dans sa chambre qui va écrire son livre génial et en tirer 300 000 exemplaires et pouvoir vivre tranquillement jusqu'au suivant qui sortira 5 ans plus tard. Ça, c'est vrai que voilà, ça se compte, je pense, sur les doigts de quelques mains, hein, ce genre d'auteur. Les autres sont sont très présents dans un circuit voilà, qui associe les festivals, les fêtes du livre, les salons, les librairies, les bibliothèques, voilà, parfois les théâtres, des gens qui invitent les auteurs et beaucoup sont présents et beaucoup qui vivent de l'écriture, disons, vivent de l'écriture et de ces activités annexes à l'écriture. En fait, tout ça, les droits d'auteur sont évidemment en lien avec les ventes, hein, donc ça peut être 0 et ça peut être beaucoup. La pratique habituelle, disons pour la littérature générale, hein, c'est encore plus défavorable aux auteurs dans la littérature jeunesse. D'ailleurs, c'est un des combats des auteurs de littérature jeunesse, c'est qu'eux, souvent, ils se partagent, entre auteurs et illustrateurs, ils se partagent 5-6% du prix du livre, hein, donc vous imaginez 2-3% chacun, ouais, donc c'est un combat pour les auteurs en ce moment. Le combat du moment, je pense, qui est porté par la charte, qui est porté, qui était aussi par la Ligue, par pas mal de structures désormais, c'est de dire c'est 10% de droits d'auteur, hein, voilà, 10% du prix du livre en droits d'auteur. On en est loin encore aujourd'hui, hein, on est plutôt, pour les auteurs de littérature générale, autour de 8%, on dit en général, hein, à peu près, et pour la jeunesse, effectivement, plutôt autour de 6, 5, dans ces eaux-là, parfois plus, bien sûr, si vous êtes en position de force pour négocier, mais c'est vrai que, donc ça représente très peu, hein, ça représente très peu, dans le sens où, si... après se pose la question des avaloirs, hein, donc ça, voilà, est-ce que votre éditeur vous consent un avaloir, hein, c'est-à-dire une somme qui vous est donnée et qui ne vous sera pas reprise, même si votre livre ne se vend pas à la hauteur escomptée. Donc ça, c'est la première chose, l'avaloir, hein, et c'est vrai que souvent les auteurs confondent un peu l'avaloir avec le droit d'auteur. L'avaloir, c'est une avance, tout simplement, sur le droit à venir, et cet avaloir, il est calculé sur un nombre d'exemplaires que l'éditeur compte vendre. En fait, ça, tout dépend bien sûr de son pourcentage, hein, mais si on situe en littérature générale un peu un pourcentage autour de 8%, hein, de l'ensemble du prix du livre, hors taxe, on doit arriver à quelque chose comme 1,50 € peut-être par livre. Donc vous voyez, si vous multipliez par 1000, ça fait 1500 €. 2000, 3000 €, si vous faites 2000 exemplaires, 3000 €. On est à peu près dans ces tranches-là, donc ça veut dire... Aujourd'hui, vendre 2000 exemplaires, c'est pas si mal, hein. Bon, vous le savez, la réduction des tirages est forte, hein, et c'est une tendance lourde aussi, hein. Les tirages sont de moins en moins nombreux, les ventes faiblissent pour tout ce qui est petits vendeurs, entre guillemets, et moyens vendeurs, enfin un peu toute la traîne en littérature et se vend quand même de moins en moins. Donc il n'est pas rare que vous ayez une vente d'un roman, de la rentrée littéraire à quelques centaines d'exemplaires, hein, y compris chez les plus grands éditeurs. À 400 ou 500 exemplaires, c'est possible. Donc là-dessus, vous avez un avaloir qui, en général, en principe, si l'éditeur, bon, c'est quand même un éditeur, disons, de dimension nationale, il vous concédera un avaloir, peut-être de 1000 ou de 1500 €, et puis finalement, vous mettrez des années, probablement, à rembourser, enfin, arriver au niveau d'avaloir pour percevoir des droits supérieurs à ces 1500 €. Et du coup, les revenus sont très faibles, hein. Globalement, pour 90% des auteurs, les revenus sont faibles, voire très faibles, et ne suffisent pas à vivre, d'où la double vie des écrivains, d'où le second métier, d'où les activités annexes, etc. Et on le voit bien aujourd'hui, la part des activités annexes dans le revenu social des auteurs, elle a bondi, hein, elle a bondi, ce qui est une bonne chose dans un sens, puisque ça veut dire que les auteurs sont de plus en plus aussi en lien avec les publics, voilà, ils sont de plus en plus demandés et sollicités.
Après, ça pose quand même des questions par rapport à l'œuvre, forcément. Hein, mais il est loin le temps où les auteurs, effectivement, sortaient un livre de tous les 2, 3, 4, 5 ans et vivaient en attendant le suivant. Hein, là ça concerne quelques... Allez, je dirais en France, peut-être, je sais pas, quelques petites centaines d'auteurs, 100, 200, 200, 300 auteurs qui peut-être vivent comme ça, quoi, avec des avaloirs confortables, des tirages importants, et qui n'ont pas forcément besoin de se produire, entre guillemets, pour avoir des revenus annexes. Mais sinon, la majorité des auteurs vit soit d'un deuxième métier, complète, soit via un deuxième métier, ou bien complète via des multiples activités paralittéraires. Je lui conseillerais de travailler déjà sur ses livres, hein, sur ses romans. Il faut se concentrer sur ses livres. On a quand même et ça découle de ce qu'on disait avant, mais c'est vrai que cette question de participer à la vente, d'être un peu un acteur de sa propre diffusion, ça prend du temps, hein, ça prend énormément de temps. Il y a beaucoup d'auteurs qui se plaignent du fait que, bah oui, ils aiment être au contact des publics, etc. Mais quand vous sortez un livre, je sais pas, là on est en octobre, vous sortez un livre pour la rentrée littéraire, vous allez l'accompagner jusqu'au mois de mars, si vous êtes demandé. Ou disons, peut-être pas mars, parce que je crois que maintenant, malheureusement, ça va trop vite, il y a une deuxième rentrée en janvier-février, mais disons, vous allez accompagner quand même votre livre sur 5-6 mois, par exemple, si c'est un livre qui met du temps, mais qui fait son public, et qui attire les... Voilà, il y a plein de circuits, hein, de diffusion, il y a des libraires qui travaillent derrière, donc si vous l'accompagnez, ben, vous allez être quand même tenu éloigné de votre travail de création pendant un bon moment, hein, et ne pas forcément avoir de gros revenus, hein, en lien avec ça. Et d'où d'ailleurs toute l'action, les politiques publiques, hein, en faveur du soutien à la création. Nous, l'argument des bourses d'écriture, c'est donner du temps à l'auteur. Hein, c'est de dire à un moment, oui, pour arriver à vivoter, je vais sortir et ça c'est le cas chez beaucoup d'auteurs de jeunesse, hein, pour arriver à vivre, je vais sortir un livre par an, mais c'est une course. C'est une course, hein, quand même, donc c'est moins le cas en littérature générale. Les auteurs qui sortent un roman chaque année, c'est quand même beaucoup plus rare, et c'est vrai que du coup ces questions de politique publique viennent un peu soutenir la création et donner du temps aux auteurs pour qu'ils aient le temps de créer. Donc c'est vrai que si un auteur vient nous voir, je pense qu'il faut travailler, il faut se donner le temps de travailler sur ses romans, hein, pour durer, ça c'est sûr. Et puis il faut... c'est une question difficile parce qu'en fait, je pense qu'à un moment où peut-être les choses se décident aussi avec le temps, mais il faut savoir si vous voulez... je pense, accompagner vos livres, si vous voulez être un auteur entre guillemets public, acteur de votre propre diffusion, hein, c'est quand même, c'est aussi l'importance des réseaux sociaux par exemple, hein, on le voit aujourd'hui, des auteurs ont une communauté, et ça va leur permettre vraiment d'asseoir aussi la vente de livres, hein, c'est très présent, c'est des phénomènes relativement récent, mais on voit bien que c'est important dans les ventes, parce que quand même les ventes s'effritent globalement chez des auteurs peu connus, hein, et les tirages baissent, on l'a dit. Donc, et je pense que c'est difficile de conseiller ça, mais en tout cas, on voit qu'un auteur aujourd'hui, s'il veut effectivement être un auteur professionnel, il faut qu'il ait du temps pour sa création. Et puis il faut qu'il dédie du temps à sa promotion, quoi. En fait, ça c'est, je pense que malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, je sais pas, mais c'est aussi tout le commerce qui s'est mis en place, qui n'est pas forcément un commerce, mais l'envie de rencontrer les auteurs, les festivals. Les festivals aujourd'hui, les grands festivals rémunèrent les auteurs, hein, ce qui est normal, pour une rencontre, pour une table ronde, pour une lecture, et je pense que si on veut être un auteur professionnel, quelque part il faut accepter ça, ou alors il faut choisir au contraire d'être... Il y a des auteurs qui ne participent pas à toute
tout ce qu'ils considèrent comme un cirque paralittéraire, et ils restent chez eux. Mais là, en vif, ça devient une forme de sacerdoce, c'est un peu une vie de moine soldat, quoi, parce qu'en fait, à condition qu'un jour on arrive à publier et à vendre en plus grand nombre d'exemplaires, quand même, des auteurs qui vivent en étant chez eux, il y en a plein, hein, et c'est des choix, mais ils ont des choix de vie, particuliers, où ils peuvent être soutenus par des proches, voilà, des compagnes, des compagnons, ils peuvent avoir éventuellement, ils ont la plupart du temps un autre métier, hein, mais donc je les exclus, ceux qui ont un autre métier, puisque si on dit auteur professionnel, ça veut dire qu'on gagne l'essentiel de ses revenus en tant qu'auteur. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faut être prêt à faire des concessions par rapport à l'idée un peu romantique de l'auteur qui va produire une œuvre dont le génie sera suffisant pour attirer un public d'acheteurs, et c'est rarement le cas. C'est difficile, enfin moi j'ai pas de chiffres exacts, précis là-dessus. Ce qu'on constate, c'est que on voit que globalement le marché il se polarise, hein, donc on a des gens qui vendent bien, qui vendent de plus en plus. Hein, voilà, c'est un peu ça la tendance actuelle, et des gens, des moyens vendeurs qui vendent de moins en moins, et les petits vendeurs qui vendent de moins en moins aussi. Donc en fait, il y a une sorte de polarisation. Le marché se fait de plus en plus sur un petit nombre de titres, qui a tendance à diminuer, et le reste du coup régresse en termes de vente. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a quelques années, il y a disons 10-15 ans, il y a beaucoup d'auteurs qui vendaient entre 10 et encore 10 000, 15 000, 20 000 exemplaires, sont aujourd'hui à moins de 10 000. Donc c'est une tendance qu'on observe, hein, des moyens, les milieux de traîne sont en difficulté, vendent moins qu'auparavant. Donc les achats du public se répartissent de manière moins diverse qu'auparavant. Donc les achats ont tendance à se cristalliser sur un petit nombre de titres. Donc ça nous oblige, par exemple, en tant que structure régionale du livre, à intensifier l'activité de promotion des auteurs. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble d'auteurs qui vivent régionalement, qui n'ont pas forcément une dimension nationale, qui peuvent avoir un éditeur à diffusion nationale, mais qui n'ont pas forcément une grande visibilité médiatique. Ça nous oblige à essayer de les promouvoir auprès des acteurs de la région pour des invitations, etc. etc. Mais c'est vrai que ça serait difficile, enfin pour moi c'est difficile à dire, hein. Je pense qu'il y a des gens mieux placés, des éditeurs qui donneraient des chiffres plus précis. Ce qu'on constate, c'est quand même effectivement en littérature, il y a une baisse tendancielle des tirages. En littérature, elle est importante dans le domaine du livre, hein, dans l'ensemble. Je crois qu'on est à, je sais plus, on doit être à 70 000, plus de 70 000, 70 000 nouveautés par an. Alors pas en littérature, hein, tout confondu, mais il faut imaginer ce que ça représente sur la table des libraires. Hein, si on divise ça par le nombre de jours de l'année, voilà, ça fait par jour un nombre de livres très important, donc qui ne sont pas absorbables, hein, c'est sûr. Et puis en littérature, c'est pareil. Alors on avait entendu pendant le premier confinement pas mal d'éditeurs, notamment de grands groupes, hein, de gros groupes d'édition. Voilà, c'était l'époque où on rêvait un peu du monde d'après, s'engager en disant ah oui, après, on s'est rendu compte tout à coup que la librairie fermant, elle a fermé 1 mois et demi, hein, mars-avril, 2 mois. La librairie fermant 2 mois, en fait, on s'est mis à reporter des milliers de nouveautés, quoi. Ça a été un truc, on n'avait jamais vu ça, en fait, d'une machine un peu qui s'enraye. Et tout à coup, les éditeurs se rendaient compte que cette production, elle est
voilà, reporter des dizaines de milliers de titres sur l'année suivante, sur la fin de l'année. À l'époque, on ne savait pas trop encore quand est-ce que ça allait reprendre. On pensait surtout pas que ça allait reprendre aussi fort, hein, aussi fortement dans les librairies. Donc, il y a eu quand même une grosse interrogation là-dessus, de se dire, mais en fait, la production, elle est pléthorique, c'est sûr, hein, en littérature comme ailleurs, hein, c'est pas le pire, la littérature, mais elle est pléthorique. Donc, oui, il y a plein de grands groupes qui s'étaient à l'époque un peu engagés en disant, ah, bah, après on fera autrement, on publiera moins, etc. Bon, en fait, ce qu'on a vu, c'était tout à fait le contraire, hein. Donc, à l'automne 2020, les grands groupes ont non seulement publié massivement des livres, mais en plus massivement des best-sellers, des long-sellers, des big-sellers et tout ce qu'on veut, donc des livres qui étaient faciles à vendre et qui ont un peu englouti le marché et englouti avec un certain nombre de petits éditeurs indépendants qui ont qui ont toujours, hein, un an plus tard, des difficultés, qui n'ont jamais aujourd'hui récupéré les mises en place dans les librairies qu'ils avaient avant la crise du Covid. Donc on a aujourd'hui quand même toute une petite édition indépendante qui est en difficulté, hein, franchement en difficulté. Nous, on vient de faire une étude là, sur les pertes d'exploitation des éditeurs en 2020 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est une étude quand même assez alarmante. Beaucoup d'éditeurs sont endettés, etc. Alors, parmi eux, il n'y a pas que des éditeurs de littérature, mais il y en a aussi, hein, et c'est vrai que la place de la petite édition indépendante en librairie, elle est de plus en plus difficile. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on est quand même dans une course en avant à la production, hein. Alors il y a plein de raisons à ça, le fonctionnement de l'industrie du livre, le poids de la diffusion-distribution, des diffuseurs-distributeurs qui sont un peu les chefs d'orchestre du marché en fait, hein. C'est eux qui dictent un peu le rythme des parutions, la diffusion-distribution, et du coup effectivement on a quand même un nombre quand même toujours plus grand de titres. Après ça reste en littérature, je pense, un peu en expansion, pas de manière délirante. Si on voit les chiffres des rentrées, ils sont stables, mais ils ne diminuent pas du tout, hein. Là on vient de le voir, je crois qu'il y a 521 romans dans la rentrée littéraire d'automne 2021. Voilà, c'est sensiblement toujours la même chose, mais si vous prenez 520 romans, même un gros lecteur, même un journaliste, s'il en lit 50, hein, 10%, allez 15%, peut-être 20%, allez 100, s'il lit 100 livres pendant son été, j'y crois pas, hein, mais donc vous imaginez ce qui passe, voilà, ce qui passe en perte, hein, là-dedans. L'attention médiatique, elle se concentre sur quelques titres, hein, on le sait, voilà, on entend parler chaque année des mêmes, plus ou moins, et puis cette année, il y a beaucoup de premiers romans de qualité, semble-t-il, donc c'est plutôt encourageant. Après, évidemment, il y a tout le travail des médiateurs, des libraires en premier lieu, voilà l'importance de leur lecture, hein, mais aussi des bibliothécaires, mais aussi des festivals, qui eux vont aller chercher un peu au-delà des têtes d'affiche. Donc ça, il faut conserver de l'espoir dans l'édition de littérature, hein. Il y a toujours... Voilà, il y a toujours des bonnes surprises, il y a toujours des livres qui font leur chemin, des livres qui arrivent chez les éditeurs par la poste. Voilà, il ne faut pas penser que tout est joué, tout est truqué, etc. Les éditeurs, ils prennent des risques, ils choisissent des manuscrits, et parfois ils sont soutenus par les libraires, et parfois ça donne des belles histoires. Mais voilà, d'abord une belle histoire, ça peut être une belle histoire sur un titre, hein, et puis pas sur le deuxième ou pas sur le troisième. Et ça, souvent c'est dur pour les auteurs, parce qu'on dit que le deuxième roman c'est toujours le plus difficile, mais le troisième, je pense que c'est pas évident non plus. Donc il y a une tendance effectivement à ce qu'il y ait de plus en plus d'ouvrages, hein. Et là je ne parle pas d'auto-édition, je ne parle pas de tout le phénomène des plateformes, d'édition, etc. Bon, là sinon on atteint, surtout post-confinement, hein, il y a clairement en ce moment, tous les éditeurs le disent, une inflation d'arrivée de manuscrits qui est liée au temps qu'on a eu pour s'occuper comme on le souhaitait pendant les divers confinements, et
j'allais dire, malheureusement, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura des bonnes surprises, mais c'est vrai que souvent, il y a là un raz-de-marée de manuscrits, et tous les éditeurs le disent en ce moment, les éditeurs de littérature, il y a un raz-de-marée de manuscrits, donc comme toujours, il n'y a pas forcément grand-chose à sauver, hein. Je ne sais pas quel est le taux de publication d'un éditeur mais je l'ai su, mais c'est très peu, mais en même temps, voilà, ça reste une option. Donc oui, quand même une inflation de la production, enfin une inflation en tout cas des manuscrits, une augmentation du nombre de titres, mais comme toujours pas une augmentation du nombre des ventes, hein, donc voilà, fatalement, et ça fait quand même 30 ans qu'on est là-dedans, hein, globalement. Un marché de l'édition à peu près stable, c'est aux alentours de 3, je crois que c'est 3,8 milliards, 4 milliards dans ces eaux-là, et enfin, ça ne concerne pas que la littérature, bien sûr, tout l'ensemble et puis le nombre de titres qui a explosé en 30 ans, donc il y a quand même un souci, hein, de base. Je pense qu'il peut se former en venant à nos rencontres à l'agence, hein. Alors, surtout, je dis ça parce que c'est pas de la publicité, mais c'est de rencontrer les autres auteurs, hein. Je pense que c'est important. Ça marche pour tous les métiers, hein. Nous, on est une agence interprofessionnelle, donc il y a tous les métiers représentés parmi les adhérents. Et c'est vrai que les jeunes éditeurs viennent rencontrer des éditeurs qui ont déjà fait un bout de chemin. Les libraires viennent aussi partager des expériences. Pour les auteurs, c'est pareil, je pense que c'est pour les auteurs, c'est extrêmement important qu'ils posent des questions aux autres auteurs qui ont déjà un parcours, voilà, qui nous interrogent aussi sans problème sur voilà, comment on négocie un contrat d'édition, hein. Nous, on fait chaque année un atelier comprendre mon contrat d'édition par une juriste, on fait chaque année un atelier sur la pluriactivité des auteurs, parce que c'est une nécessité, on fait chaque année voilà, ce type de rendez-vous, donc ça c'est important. Donc s'adresser aux autres auteurs, ne pas hésiter quand même à rejoindre des collectifs, hein, la charte des auteurs pour la jeunesse, la Ligue des auteurs, la SGDL, voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est important que les auteurs se mobilisent, voilà, se soutiennent. Donc un jeune auteur, moi je suis toujours frappé par... c'était en l'occurrence pour la bande dessinée, mais ça vaut pour tous les domaines. Je suis frappé par le fait que les jeunes auteurs, finalement, sont assez peu curieux des réalités des auteurs qui ont déjà un parcours, en fait. Souvent, ils peuvent être intéressés par les livres ou pas du tout, voilà, mais j'ai eu plusieurs fois cette expérience dans une école où on emmenait des auteurs et en fait, il y a très peu de questions sur leur vie, en fait, réelle. Et ça, c'est quand même un problème parce que je pense que c'est une source de malentendus, hein, d'espoir aussi qui vont être sévèrement déçus et douchés par les réalités. Et je pense que la première des choses, c'est quand même de parler avec des gens, et il y a plein d'occasions pour ça, hein, les festivals, voilà, s'adresser aux auteurs, c'est quand même pas très compliqué, aller en voir un en bibliothèque, lui parler, lui poser des questions, voilà. Et puis sinon, après, il y a effectivement, dans toutes les régions, il y a des structures régionales pour le livre qui peuvent renseigner. Nous, on a un chargé de mission qui s'occupe que des auteurs, donc qui répond au téléphone. Bien sûr, en principe, il suit plutôt des auteurs qui sont déjà édités, hein. Il y a toujours un peu, mais bon, il faut bien toujours effectivement se lancer. Après, le conseil que je lancerais, c'est aussi c'est complexe, mais il faut arriver à trouver quelqu'un qui est capable d'être un vrai éditeur, hein, c'est-à-dire de lire, de faire retravailler, de soumettre l'auteur à des questions, de lui faire part de critiques. Ça, je pense que c'est important. Un éditeur qui prend un manuscrit, bon, alors ça arrive qu'il y ait des manuscrits parfaits, mais c'est vrai que je pense que c'est important que les éditeurs fassent retravailler les manuscrits. Et dans les grandes maisons d'édition, si les jeunes auteurs échangent avec des auteurs déjà confirmés, ils verront que les auteurs confirmés se voient renvoyer sur des choses, à des questionnements, à retravailler des passages.
Et ça, je pense que c'est hyper important, c'est d'accepter voilà, d'accepter que l'écriture se travaille comme ça, que le regard extérieur est extrêmement important. Je dirais que tout ce qui est scénaristique est finalement beaucoup plus évolué là-dessus, parce que bon, on le sait, alors c'est pas toujours, des fois ça paraît un peu barbare, il y a 15 personnes qui contribuent à un scénario, c'est relu, repris, réécrit 15 fois, mais c'est vrai que malgré tout, donc je pense que c'est pas le... Mais il y a quelque chose de ça quand même, je pense qu'un manuscrit, pour un jeune auteur, ça se retravaille, ça se soumet à la lecture des autres, et ouais, je pense que ce degré d'échange, il est important, aussi bien pour la vie, l'aspect social de l'écriture, que de l'aspect création, en fait. Il me semble que c'est important, l'échange avec les pairs, et puis la confrontation avec un éditeur, un vrai lecteur, quoi. Ça, c'est important aussi.